Tu le sens avant de le voir. Fumée de bois, graisse animale, et autre chose, quelque chose de sauvage, qui fait hurler prédateur à ton cerveau moderne. Les buissons s'écartent, et ton souffle se coupe. Il mesure 5 pieds, mais il est bâti comme un linebacker fait de granit. Chaque muscle est visible à travers une peau balafrée, chacun 2 fois plus gros que les tiens. Sa poitrine. Mon Dieu, sa poitrine est comme un tonneau, qui se gonfle à chaque respiration, sonnant comme un soufflet. Ses yeux se plantent dans les tiens. Ils sont 15% plus grands que tous les yeux humains que tu aies jamais vus, et dans ce crépuscule, ils captent la lumière comme ceux d'un loup. L'intelligence y brûle. Pas primitive, pas sauvage, juste, différente. Il te lit de la même manière que tu le lis. Et sa main, ses doigts massifs, qui pourraient briser ton poignet comme une brindille, se déplacent lentement vers la lance à son côté. La lance est plus épaisse que tout ce qu'un homo sapiens porterait. Tu aurais besoin de tes 2 mains justes pour la soulever. Il la tient d'une seule main, l'air de rien, comme tu tiendrais un crayon. Il y a 40 000 ans, ici c'est l'Europe, c'est toi l'envahisseur. Son peuple possède ce continent depuis 200 000 ans. Ils ont survécu à des ères glaciaires qui te tueraient en quelques heures. Cette cage thoracique de tonneau traite 40% d'oxygène de plus que tes poumons ne le pourront jamais. Ces os épais ont encaissé des coups d'ours des cavernes et ont guéri. Ce nez, massif et large, peut sentir ta peur à 50 yards de distance. Il se rapproche. Le sol tremble littéralement, il pèse 200 livres de pur muscle condensé. Pas de graisse, pas de gâchis, chaque once conçue pour une violence explosive. Les scientifiques calculeront plus tard qu'il aurait pu soulever 500 livres au développé couché sans entraînement. Pour l'instant, tout ce que tu sais, c'est que tu regardes le prédateur alpha de l'humanité et que tu es fait de viande. Sa peau est plus épaisse que la tienne littéralement. Des adaptations génétiques ont rendu son cuir plus semblable à du cuir qu'à de la peau humaine. Des cicatrices quadrillent ses bras et sa poitrine. Pas des blessures aléatoires, ce sont des motifs, des marques de griffes de combat, avec des lions des cavernes, des plaies perforantes, de défense de mammouth, chacune guérie, survécue, conquise. Il émet un son pas tout à fait des mots, pas tout à fait un grognement. Ses cordes vocales sont différentes, positionnées plus haut. Le son résonne dans cette énorme cavité thoracique. C'est de la communication, mais pas comme la tienne. C'est plus ancien, plus profond. Ça contourne ton cerveau rationnel et parle directement à la partie de toi qui se souvient encore d'avoir été une proie. Tu es Homo sapiens. Tu es censé être le plus malin, le gagnant, le survivant. Mais debout ici, le regardant expirer de la vapeur dans l'air gelé, les muscles enroulés comme des câbles d'acier sous une peau qui pourrait dévier une lame, tu comprends la vérité. Tu n'as pas gagné parce que tu étais plus fort. Tu as gagné parce qu'ils sont morts. Et maintenant, à cet instant, avec sa main sur cette lance et un potentiel de 500 livres développés, couché sur le point de se déchaîner. Tu n'es pas sûr que c'était censé se passer comme ça. Tu es accroupi dans la neige, observant quelque chose qui ne devrait pas être possible. 6 néandertaliens, 3 mâles, 3 femelles, font face à un mammouth laineux. Pas avec des arcs, pas avec des pièges astucieux. Ils vont le combattre à mort. Le mammouth fait 14 pieds de haut, 6 tonnes de muscles et de rage. Ses défenses pourraient perforer une voiture moderne. Un seul piétinement réduirait ton squelette en poudre. Les néandertaliens sourient. Le mâle alpha, on le devine aux cicatrices. À la façon dont les autres s'effacent, devant lui mesure peu, être 5 pieds, 4. À côté du mammouth,
Il ressemble à un jouet d'enfant. Jusqu'à ce qu'il bouge. Alors tu le vois. La façon dont ses cuisses se contractent à chaque pas, chaque groupe musculaire visible sous une peau tendue. Ses épaules sont plus larges que ton torse entier. Ses avant-bras ressemblent à des câbles de pont. Il piste ce mammouth depuis 3 jours. Pas en le suivant, en le menant. Utilisant le feu et le bruit pour l'épuiser, le pousser vers cette vallée étroite où il ne peut pas prendre d'élan pour charger. Tu réalises que ce n'est pas de la chasse. C'est de l'ingénierie. Le mammouth barille. Le son te frappe comme une force physique. Ton instinct tout entier hurle de fuir. Les Néandertaliens se dispersent, lances levées. Pas des lances de jet, des lances d'estoc. Ils vont au contact. La première femelle bouge. Bon sang, elle est rapide. Ses jambes courtes aux muscles surdimensionnés la propulsent en avant par bonds explosifs. Le mammouth balance sa trompe, une force de frappe de 2000 livres. Elle n'esquive pas. Elle l'attrape. Ton cerveau refuse d'assimiler ce que tu vois. Elle a enroulé ses 2 bras autour de la trompe, ses pieds creusant des tranchées dans le permafrost, alors que le mammouth essaie de la secouer. Les muscles de son dos se déploient comme des ailes. Sa force de préhension, les chercheurs l'estimeront plus tard, à 300 livres par pouce carré, transforme l'arme principale du mammouth en handicap. C'est à ce moment-là que les mâles frappent. Ils ne visent pas le cœur ou les poumons. Trop d'os et de muscles les protègent. Ils visent les tendons. Des tendons d'Achille aussi épais que ton bras, maintenant sciés par des pointes de lance assez affûtées pour raser. Le mâle alpha est sous le mammouth, littéralement sous un animal de 6 tonnes, enfonçant sa lance vers le haut dans les tissus mous derrière le genou. Le cri du mammouth change de ton. La douleur, maintenant. La vraie douleur. Il essaie de se cabrer, mais la femelle est toujours ancrée à sa trompe. Son poids 180 livres de muscles hyper denses, maintenant sa tête baissée. Un autre mâle se lance son flanc, non pas pour poignarder, mais pour grimper, utilisant sa force de préhension démentielle pour escalader le mammouth comme une montagne poilue. Tu comprends maintenant pourquoi leurs os étaient 2 fois plus épais que les tiens. Pourquoi leurs articulations étaient renforcées comme celles d'un gorille. Ce n'était pas de la chasse. C'était de la violence contrôlée à une échelle que ton espèce n'a jamais tentée. Le mammouth faiblit. Le sang fume dans l'air arctique. Les Néandertaliens subissent aussi des dégâts. L'épaule d'un mâle est déboîtée, pendant à un angle impossible. Il n'arrête pas. Il ne ressent pas la douleur comme toi. Son système nerveux est câblé différemment, conçu pour continuer à fonctionner à travers un traumatisme qui te mettrait en état de choc. 20 minutes. C'est le temps qu'il faut à 6 Néandertaliens pour abattre un mammouth avec rien d'autre que des lances et leur corps. Quand il tombe enfin, le sol tremble assez fort pour faire tomber la neige des arbres à 100 yards de là. Ils mangeront pendant des mois grâce à cette prise. Chaque partie sera utilisée. Mais en les regardant se tenir là, couverts de sang et victorieux, tu réalises quelque chose qui te glace plus que le vent arctique. Ils n'avaient pas besoin de développer de meilleures armes. Ils étaient l'arme. Tu es dans la grotte quand ils le ramènent. Et tu ne peux pas comprendre pourquoi il est encore en vie. Son bras droit a disparu. Pas cassé disparu. Arraché à l'épaule par un ours des cavernes qui aurait dû le tuer sur le coup. La blessure est à vif, suintant un sang qui fume dans l'air froid. Des fragments d'os de son omoplate brillent d'un blanc à travers le rouge. Il marche. Les autres le soutiennent, mais il marche. Un humain moderne serait en état de choc. Mort d'hémorragie. Hurlant d'agonie. Il donne des instructions, faisant des gestes avec son bras restant vers le fond de la grotte où il garde les plantes médicinales. Sa respiration est régulière, contrôlée, comme si perdre un membre était un inconvénient, pas une condamnation à mort. Tu les regardes travailler. Pas de panique.
Ils ont déjà fait ça. La femelle âgée celle dont les mains tremblent avec l'âge, mais jamais de peur bourre la plaie de mousse et d'achillés millefeuilles écrasés. Antibiotiques naturels, coagulants. Un savoir transmis à travers des générations qui ont survécu à l'insurvivable, ces os racontent l'histoire d'une vie de violence. Le crâne, une fois le sang nettoyé, montre d'anciennes fractures. Son visage est asymétrique à cause de fractures mal guéries. Son œil gauche est voilé aveugle suite à un traumatisme antérieur. Ces deux conduits auditifs sont scellés par une croissance osseuse due à des dommages répétés. Il est sourd et il sourit. Pas de folie. De quelque chose d'autre. De la fierté. Peut être. Il a retenu l'ours pendant que les enfants s'échappaient. Les marques de griffes sur sa poitrine, 4 entailles parallèles assez profondes pour laisser voir une côte, en sont la preuve. Chaque respiration fait des bulles de sang, suggérant un poumon perforé. Il continue de respirer quand même. 3 mois plus tard, tu le revois. Le moignon a guéri en une masse tordue de tissu cicatriciel. Il s'est adapté. Regarde-le chasser avec un seul bras, utilisant ses dents comme une 3e main pour tenir la lance pendant qu'il ajuste sa prise. Son bras restant a doublé de volume, le muscle compensant ce qui manque. Il n'est pas unique. Regarde autour de la tribu. Cette femelle qui boite? Un tigre à dents de sabre lui a brisé le fémur il y a 5 étés. Il a mal guéri, plus court que l'autre jambe. Elle est toujours la coureuse la plus rapide du groupe. Sa démarche s'est adaptée pour utiliser la jambe raccourcie comme point de pivot, pour des changements de direction explosifs. Le jeune mâle, à la colonne vertébrale tordue, né comme ça, serait mort dans n'importe quelle autre espèce. Ici, c'est le tailleur d'outils. Sa posture tordue l'aide en fait à s'asseoir pendant des heures pour tailler le silex, un angle qui réduit la tension sur ses vertèbres mal formées. Ils se brisent, mais ils ne restent pas brisés. Leurs os sont 2 fois plus épais que les tiens, conçus pour se fissurer plutôt que de voler en éclats. Leurs articulations sont renforcées par un cartilage dense qui peut encaisser des impacts qui détruiraient ton squelette. Quand ils se cassent, ils guérissent plus vite, plus fort, l'os déposant un surplus de calcium sur le site de la fracture comme une armure naturelle. Mais ce n'est pas seulement physique. Observe le fils du chasseur manchot, 7 ans, et il apprend déjà à chasser. Son père lui enseigne par gestes, incapable d'entendre ou de parler clairement. L'enfant comprend quand même. Quand le père montre une estocade, l'enfant l'imite parfaitement, puis ajuste sa posture pour tenir compte du bras manquant de son père, apprenant inconsciemment à protéger ce côté vulnérable. Voilà à quoi ressemble un taux de blessure de 79%. Pas de la faiblesse de l'adaptation. Chaque cicatrice est une leçon. Chaque fracture guérie est l'évolution en temps réel. Ils survivent à ce qui te tuerait, puis ils enseignent à leurs enfants comment ils ont fait. Le chasseur manchot vivra encore 20 ans. Aveugle, sourd, mutilé, il contribuera toujours, chassera toujours, enseignera toujours. Quand il mourra enfin, ce ne sera pas de ses blessures, ce sera de notre fait. Mais c'est une histoire pour un autre chapitre. Tu l'entends, avant de le voir, un son comme le tonnerre dans la montagne. L'ours des cavernes émerge de l'obscurité, et ton cerveau refuse simplement d'accepter ses dimensions. 12 pieds de haut sur ses pattes arrière. 1500 livres. Des griffes comme des poignards courbés, chacune plus longue que ta main. Ce n'est pas un animal, c'est un tank biologique, et il en a après les enfants. La réponse des Néandertaliens est instantanée. Pas de cris, pas de panique, ils ont répété ça. Les mères attrapent les enfants, non pas pour fuir, mais pour les positionner. Au fond de la grotte, derrière la ligne de feu.
Les adolescents 13, 14 ans ont déjà des torches à la main. Ils s'entraînent pour ça depuis qu'ils savent marcher. Les mâles ne chargent pas. C'est ce que l'ours attend. Au lieu de ça, il se déploie, créant des angles, forçant l'ours à choisir. L'ours choisit mal. Il vise la cible la plus facile, la femelle âgée près du feu. Elle a 50 ans, une antiquité pour l'âge de glace. Lente, faible, sauf qu'elle n'est pas la cible, elle est l'appât. Alors que l'ours se jette sur elle, elle se plaque au sol, pas en s'éloignant vers lui, sous sa portée. L'élan de l'ours le projette en avant dans le piège qu'ils ont créé. 3 mâles le frappent simultanément sous différents angles. Pas avec des lances, avec leur corps. Le mâle alpha, 200 livres de muscles condensés, frappe le genou de l'ours sur le côté. Tu entends l'articulation craquer. Un autre mâle s'est enroulé autour du cou de l'ours par derrière. Ses bras massifs, capables de soulever 500 livres au développé couché, écrasant maintenant la trachée de l'ours. Le troisième enfonce une lance entre les côtes. Non pas pour tuer, mais pour faire mal, pour distraire. Le rugissement de l'ours change de ton. La confusion maintenant. Il a été pris en embuscade par une proie. Mais les ours des cavernes ne meurent pas facilement. Ils roulent à un mouvement qui écraserait un humain moderne en bouillie. Le néandertalien sur son dos ne lâche pas. Son squelette, 2 fois plus dense que le tien, absorbe l'impact. Sa prise ne se dessert jamais. Ses poumons surdimensionnés continuent d'aspirer de l'oxygène, même si 1500 livres l'écrasent contre le sol de la grotte. L'ours fait une erreur. Il se dresse, essayant de se débarrasser de ses attaquants. Cela expose son ventre. Les femelles frappent. Elles attendaient ce moment. Des lances plus courtes, conçues pour le corps à corps, perforent les tissus mous sous les côtes. Pas des coups au hasard des frappes ciblées sur les organes qu'elles connaissent, grâce à des générations de dépeçage. Le sang gicle sur les murs de la grotte, qui porteront encore les taches 40 000 ans plus tard. L'ours est mourant, mais pas mort. C'est quand il meurt que les ours des cavernes sont les plus dangereux. Il frappe avec ses griffes, attrapant un jeune mâle au visage. Sa pommette éclate, tu l'entends craquer comme du bois qui se brise. Son orbite s'effondre. Il ne tombe pas. Il ne peut pas se le permettre. Tomber, c'est mourir. Au lieu de ça, il fonce en avant, à l'intérieur de la portée de l'ours, ajoutant son poids à la mêlée. Ils n'essaient plus de le battre. Ils utilisent la physique. 6 néandertaliens, un poids combiné de plus d'une demi-tonne, immobilisant l'ours pendant qu'il se vide de son sang. Ça prend 10 à 7 minutes. 17 minutes à maintenir au sol, 1500. Livre de rage désespérée et mourante. Quand ils cessent enfin de bouger, ils ne relâchent pas tout de suite. Ils ont appris. Les ours font le mort. Ils attendent encore 5 minutes, lance prête, avant que le mâle au visage écrasé ne lâche enfin prise. Plus tard, en examinant le cadavre, tu décomptes leur stratégie. 37 blessures de lance, chacune placée avec une précision chirurgicale. Le coup fatal est venu de la femelle âgée l'appât. Pendant que tout le monde se battait, elle avait rampé sous la mêlée et avait planté un couteau en silex directement dans le cœur de l'ours par en dessous. Ils mangeront cet ours pendant des semaines. Utiliseront sa peau pour se chauffer, ses os pour des outils, sa graisse pour le combustible des lampes. Le mâle au visage écrasé guérira, bien que son œil ne se remette jamais. Une cicatrice de plus à la collection. Une histoire de plus pour les enfants. Mais voici ce qui te marque. Les enfants ont regardé. Des enfants de 4 ans ont tout vu. C'était leur éducation. À 7 ans, ils tiendraient des torches. À 14, ils rejoindraient le combat. À 20, ils le mèneraient.
Chaque enfant néandertalien a grandi en sachant que les monstres étaient réels, que les monstres pouvaient être tués, et que la seule chose qui se tenait entre eux et la mort était la force de leur tribu. Pas étonnant qu'ils aient été incassables, les ours le savaient aussi. C'est pourquoi, vers la fin, les ours des cavernes ont commencé à éviter complètement les grottes des Néandertaliens. Même les monstres peuvent apprendre la peur. Tu es à plat ventre dans la boue, les regardant se préparer à quelque chose de dément. En dessous de toi, dans la vallée, 30 aurochs broutent. Du bétail sauvage, chacun mesurant 6 pieds au garrot. 2000 livres de muscles et de cornes. Un coup de sabot pourrait te briser la cage thoracique. Un coup de corne pourrait te traverser le torse comme du papier de soie. Les Néandertaliens vont les charger. À pied, avec des lances à main. Le groupe de chasse compte 8 membres, 5 mâles, 3 femelles. Ils jeûnent depuis 2 jours, aiguisant leurs sens. Tu peux les sentir d'ici une odeur âcre et prédatrice qui rend ton cerveau reptilien nerveux. Ils sont peints de boue et d'ocre, non pas pour le camouflage, mais pour le rituel. Chaque bande représente une prise précédente. Le mâle alpha est plus peinture que peau. Il ne parle pas. Pas besoin. 200 000 ans à chasser de la même manière ont rendu cela génétique. Chaque chasseur connaît son rôle comme sa poche. Le plus jeune peut être 16 ans, ne cesse de toucher une dent suspendue à son cou, son premier trophée. Ses mains sont stables, mais ses pupilles sont dilatées. L'adrénaline pompe déjà. Le signal est un sifflement qui ressemble à un oiseau. Ils jaillissent de leur cachette. Bon sang, ils sont rapides. Ses jambes courtes aux cuisses massives les propulsent en avant par bonds de 30 pieds. Ils ne courent pas comme des humains, ils bondissent, utilisant leurs muscles surdimensionnés pour une accélération explosive. De 0 à 20 miles par heure en 3 secondes. Les aurochs les entendent arriver, mais il est déjà trop tard. Les Néandertaliens ne se dirigent pas vers les faibles ou les jeunes. Ils ciblent le taureau, l'animal le plus grand, le plus fort, le plus dangereux du troupeau. Il ne s'agit pas de viande facile, il s'agit d'autre chose, de domination, de preuve. Peu. Être juste parce qu'ils le peuvent. Le taureau se retourne pour leur faire face, et tu comprends pourquoi ils se sont peints. Sous le soleil du matin, couverts d'ocre rouge, ils ressemblent à des démons. Le taureau hésite une seconde cruciale. Il le frappe comme une vague. Le premier chasseur attaque bas, enfonçant sa lance dans la patte avant du taureau, sectionnant les tendons. Le beuglement du taureau fait trembler le sol. Il essaie de l'encorner. Mais il s'est déjà écarté en roulant, utilisant l'élan de sa course. Les deuxième et troisième chasseurs frappent simultanément des côtés opposés, les lances s'enfonçant entre les côtes. Mais c'est la quatrième chasseuse qui te laisse bouche bée. Elle n'utilise pas sa lance. Elle saute. Elle saute littéralement sur le dos du taureau, ses mains massives avec une force de préhension de 300 livres s'agrippant à ses cornes. Le taureau rue. Un mouvement qui t'enverrait en orbite. Elle ne bouge pas. Ses cuisses, chacune plus épaisse que ta taille, se serrent sur la colonne vertébrale du taureau. Elle le chevauche. Le taureau tourne, essayant de la secouer. C'est ce qu'il voulait. Il est maintenant distrait, concentré sur le poids sur son dos, au lieu des lances qui trouvent ses organes. Le mâle alpha glisse en dessous sous un oroche qui rue et enfonce sa lance vers le haut, dans son cœur. La précision requise pour cette mise à mort est astronomique. Manque de 3 pouces, tu touches l'os. Manque de 6, tu es piétiné. Il ne manque pas. Le taureau fait 4 pas, frissonne et s'effondre. La femelle l'accompagne dans sa chute, sautant au dernier moment. Toute la chasse a duré moins de 2 minutes. Il ne célèbre pas. Pas encore. Le troupeau s'est dispersé, mais il piste déjà la prochaine cible. Tu vois, ce n'est pas de la chasse de subsistance. Ils vont en tuer 3 autres avant midi.
8000 livres de viande. Bien plus que ce que 8 personnes peuvent manger. C'est un abattage à l'échelle industrielle. Style âge de glace, à midi, 4 aurochs gisent morts. Les Néandertaliens sont à peine essoufflés, ses poumons élargis, traitent l'oxygène à des rythmes qui te tueraient. Ils dépaissent avec l'efficacité d'une chaîne de montage. Les mâles cassent les os pour la moelle encore chaude. Les femelles arrachent la peau en grands pans qui deviendront des vêtements d'hiver. Rien n'est gaspillé, mais tout est excessif. Ils transporteront chacun 50 livres de viande jusqu'au camp. 10 miles, en haut d'une montagne. Leur dos ne ploie même pas sous le poids. Tu réalises que c'est pour ça qu'ils devaient être si forts, pas pour la survie, pour la domination. Ils ne chassaient pas parce qu'ils avaient faim. Ils chassaient parce qu'ils le pouvaient, parce qu'abattre un taureau de 2000 livres à main nue envoie un message à tous les autres prédateurs de l'écosystème. Nous sommes le sommet. Tout le reste est une proie. Y compris, à terme, nous. Mais ils ne le savaient pas encore. Tu te réveilles dans le noir, au son de respiration. Pas seulement la tienne, 30 Néandertaliens partagent cette grotte, leurs expirations créant un rythme, comme si la terre elle-même respirait. L'enfant, à côté de toi, peut être 4 ans, s'est blotti contre ton flanc pour avoir chaud. Leur température corporelle est plus élevée que la tienne, 101 degrés Fahrenheit, de base, ce qui en fait des fournaises vivantes dans l'obscurité glaciale. La première lueur du jour filtre par l'entrée de la grotte. Le guetteur, borgne et ancien à 40 ans, n'a pas bougé de la nuit. Il ne dort plus, depuis des années. Il veille, simplement. Ses oreilles abîmées ne peuvent entendre les prédateurs approcher. Mais son œil restant capte mieux le mouvement dans l'obscurité que ne le feraient tes lunettes de vision nocturne. La gardienne du feu est déjà à l'œuvre. Une femme dont les cicatrices de brûlure racontent des décennies passées à maintenir les flammes en vie. Elle ne ravive pas le feu, il ne s'est jamais éteint. Depuis 3 générations, elle le nourrit avec des mouvements précis, chaque morceau de bois choisi pour sa durée de combustion. Sa production de chaleur. C'est de la chimie sans formule, de l'ingénierie sans équation. Les enfants se réveillent différemment ici. Pas de pleurs. Les pleurs attirent les prédateurs. Même les nourrissons apprennent le silence très tôt, ou n'apprennent plus jamais rien. Ils communiquent par des attouchements, des gestes, des expressions que ton cerveau moderne peut à peine déchiffrer. La routine matinale est réglée comme une horloge biologique. Les adultes vérifient si les enfants ont des blessures, des parasites, de la fièvre. Un garçon montre une coupure sur sa paume. Sa mère ne le materne pas. Elle laisse la grand-mère l'examiner. Les mains de la vieille femme, noueuses par l'arthrite, mais stables par l'expérience, sondent la plaie. Elle émet un son d'approbation. C'est propre, ça guérira. Le garçon peut être 6 ans, ne bronche pas alors qu'elle l'a rempli d'herbes mâchées qui piquent comme de l'acide. Le petit déjeuner n'est pas un repas, c'est de l'ingénierie. La prise de la nuit dernière est répartie selon une hiérarchie invisible. La femelle enceinte reçoit les abats, riches en nutriments dont son corps a besoin. Les adolescents en croissance reçoivent de la moelle osseuse, une nourriture cérébrale riche en graisse pour leur masse en développement. Le chasseur manchot reçoit la même portion que n'importe qui d'autre. Le handicap ne signifie pas moins. Pas ici. Tu regardes une mère apprendre à sa fille à traiter une peau. Pas avec des mots. Les cordes vocales des Néandertaliens ne peuvent pas produire ta gamme de sons. Elle montre, ses mains massives se déplaçant avec une précision délicate, grattant, étirant, vérifiant l'épaisseur en la tenant à la lumière. La fille peut être 8 ans, imite parfaitement. Ses mains sont déjà plus fortes que les tiennes ne le seront jamais. Les chasseurs sont partis avant l'aube. Tu ne les as pas entendus partir. Le milieu de la journée est consacré à l'entretien. Les outils doivent être aiguisés, les armes liées
les vêtements rapiécés. Mais regarde bien, ce n'est pas un travail abrutissant. L'adolescent qui taille le silex innove, essayant une nouvelle technique qu'il a peut être vu en rêve. Son père observe, ne corrige pas. L'innovation, c'est la survie, même si elle échoue. 2 femmes sont enceintes, toutes 2 dans leur 3e trimestre. Elles ne se reposent pas, elles ne peuvent pas se le permettre. L'une transforme des fibres végétales en cordes, son ventre gonflé l'obligeant à changer de position toutes les quelques minutes. L'autre enseigne aux enfants quelles plantes guérissent, lesquelles tuent. Elle leur fait sentir, goûter, avec précoce, mémoriser. Pas de livre, pas d'écriture. Juste la mémoire et la répétition, jusqu'à ce que le savoir devienne instinct. L'incident de l'après-midi se produit rapidement. Un enfant peut, être 5 ans, s'aventure trop près de l'entrée de la grotte. Le tigre à dents de sabre surgit de nulle part, il devait observer, attendre. L'enfant ne crie pas. Il sait déjà qu'il ne faut pas. Il se fige, simplement. La réponse est instantanée. Pas des guerriers de tout le monde. La femme enceinte se déplace plus vite que la physique ne le devrait, arrachant l'enfant. L'aîné borgne a déjà saisi une torche. 3 adolescents forment une barrière avec des lances qu'ils ne tenaient pas il y a quelques secondes. Le tigre à dents de sabre calcule les probabilités, y renonce et se fond à nouveau dans les ombres. Personne ne réconforte l'enfant. Le réconfort est un luxe. À la place, ils enseignent. Lui montrent ce qu'elle a fait de mal, où elle aurait dû regarder, quel signe elle a manqué. Elle hoche la tête, absorbant. La prochaine fois, il n'y aura peu, être pas de renfort. Le soir ramène les chasseurs. Succès 2 cerfs, jeunes et gras. Mais aussi échec l'épaule du mâle alpha est déboîtée. Elle pend bizarrement. Ils la remettent en place contre un mur de la grotte, 4 hommes le tenant pendant qu'un autre tire d'un coup sec. Le claquement résonne. Il ne crie pas. Crier est une faiblesse. Et la faiblesse, c'est la mort. La nuit tombe comme un rideau. Pas de crépuscule sous cette latitude. Le feu grandit, repoussant les ténèbres qui veulent les avaler. C'est là qu'ils deviennent humains. Des histoires racontées par grognements et gestes. Des chants qui sont plus rythme que mélodie. Les enfants regardent les adultes recréer la chasse, apprenant grâce à des ombres chinoises sur les murs de la grotte. Ils dorment en tas, partageant la chaleur corporelle, touchant toujours quelqu'un. Dormir seul est une condamnation à mort. La nouvelle garde prend position une jeune femelle avec des cicatrices sur la gorge, laissée par quelque chose qui a tenté de la tuer et a échoué. Ta dernière pensée consciente. Ils ne survivent pas malgré ce monde. Ils survivent parce qu'ils le sont devenus. Tu les vois en premier des ombres qui se déplacent bizarrement sur la neige. Ton groupe de chasse néandertalien se fige. 8 d'entre vous, pistant un élan depuis 2 jours, soudain immobiles comme la pierre. Le vent porte leur odeur, différente. Pas animale, mais pas humaine familière non plus. Quelque chose. D'autre. Ils émergent de la lisière des arbres, et ton souffle se coupe grand. Mon Dieu, qu'ils sont grands. Le plus petit est à hauteur d'yeux de ton plus grand chasseur. Mais maigres leurs membres semblent pouvoir se briser sous un vent fort. Leurs visages aussi sont tout faux, plats, comme si quelqu'un avait enfoncé leurs traits dans leur crâne. De petits nez qui gèleraient dans un vrai hiver. Des yeux étrangement placés dans des visages imberbes. Homo sapiens, bien que tu n'aies pas de nom pour eux. Juste les autres. Ils sont 12. Tu comptes immédiatement les armes instincts de survie. Des lances, mais différentes. Plus fines, plus longues. Et... autre chose. Du bois courbé avec une corde. Tu n'as jamais vu d'arc auparavant. Tu ne comprends pas ce que tu regardes. Tu ne comprendras pas jusqu'à ce qu'une de ces fines lances vole plus loin que ton lancer le plus puissant
et transperce la poitrine de ton cousin. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, ce sont juste 2 groupes d'humains s'observant à travers 30 yards de sol gelé. Le silence s'étire. Ton chasseur en chef, le mâle balafré qui a tué des ours des cavernes, ne bouge pas. Sa main est sur sa lance, mais ne la serre pas. Pas encore. Il réfléchit. Tu peux le voir, le calcul qui se fait derrière des yeux qui ont vu 40 hivers. Combattre, fuir, ou autre chose, l'un d'eux s'avance. Une femelle, mais pas bâtie comme vos femelles. Pas de muscles visibles. Des bras comme des brindilles. Elle tient quelque chose. De la viande. Une prise fraîche, encore fumante dans le froid. Elle la pose au sol entre vos groupes, puis recule. Un échange. Ils veulent faire un échange. Ton chef regarde la viande. Puis eux. Leurs armes sont abaissées, mais prêtes. Tout comme les vôtres. Il prend une décision qui résonnera à travers les millénaires. Il s'avance. Ce qui suit est pénible à voir. Communication par pantomime. Ton chef pointe la viande. Puis eux émettent un grognement interrogateur. Ils te pointent, puis quelque chose dans leur sac. Des coquillages. Des coquillages de mer, à des centaines de miles de tout océan. Percés, enfilés sur une fibre végétale. Des bijoux. Ton peuple ne fabrique pas de bijoux, n'en voit pas l'intérêt. Mais les coquillages sont jolis, captant la lumière comme de l'eau gelée. L'une de tes femelles, jeune et curieuse, tend la main vers eux. Les grands ne l'arrêtent pas. Elle les tient, émerveillée. Cela pourrait être la paix. Devrait être la paix. 2 espèces humaines, partageant un moment de curiosité au lieu de violence. Puis, ton jeune mâle 16 hivers, tout en testostérone et sans sagesse, remarque leur jeune femelle. Elle est fascinante dans sa différence. Grande, gracieuse, avec une peau plus lisse que n'importe quel néandertalien. Il s'avance vers elle, intéressé. La réaction est instantanée. 3 de leurs mâles se mettent en travers de son chemin, ces étranges objets en bois courbé soudainement pointés sur lui. Tu ne sais pas ce que sont des flèches, mais l'instinct reconnaît la menace. Ton groupe de chasse se hérisse, les lances se lèvent. Le moment ne tient qu'à un fil. Ton chef émet un son bas, grondant, pas agressif. Calmant, il se baisse, ramasse la viande offerte, en arrache un morceau avec des dents qui pourraient broyer des os. Mâche lentement, délibérément, puis leur offre le reste. Partager la nourriture. Geste de paix universel. Leur chef, tu le devines, à la façon dont les autres s'effacent devant lui, accepte. Prends une bouchée. Son visage change au goût. Ton peuple sait fumer la viande, la conserver avec des herbes qu'ils n'ont pas. Il hoche la tête en signe d'appréciation. Les coquillages changent de main. La viande est partagée. Personne ne meurt aujourd'hui. Mais alors qu'ils partent, marchant à reculons pour te garder en vue, tu remarques quelque chose qui te glace plus que le vent d'hiver. Ils n'ont pas peur de toi. Ton peuple, qui combat des mammouths et des ours des cavernes, qui n'est que muscles, tissu cicatriciel et survie, ces étrangers maigres, te regardent comme si c'était toi l'étrange. Comme si c'était toi qui n'avais pas ta place. L'un d'eux, un jeune mâle aux yeux qui ne cesse de bouger, continue de toucher l'objet en bois courbé. Il pense ce que tu penses. On pourrait les tuer, facilement. Ton chef le voit aussi. Alors que vous vous éloignez, il planifie déjà où déplacer le camp, comment les éviter, si même les éviter est possible. Dans 40 000 ans, les archéologues trouveront vos 2 camps, parfois superposés, parfois séparés. Ils trouveront des outils néandertaliens avec des motifs sapiens,
des os sapiens avec de l'ADN néandertalien. Ils se demanderont si vous étiez amis, ennemis, amants. Vous étiez les trois, mais aujourd'hui vous êtes juste deux sortes d'humains. Vous éloignant l'un de l'autre, vous demandant tous deux si le monde est assez grand pour les deux. Il ne l'est pas. Tu peux sentir la maladie avant de les voir. La grotte, qui abritait autrefois 30 néandertaliens, en abrite maintenant 9. 2 mâles adultes, tous deux sur le déclin. 3 femelles, dont une si enceinte qu'elle peut à peine marcher. 4 enfants, l'aîné ayant peu, être 12 ans, essayant d'être des adultes avant que leurs os ne soient prêts. C'est Gibraltar, le bout du monde. Derrière toi, un continent vide. Devant, la mer. Plus aucun endroit où fuir. La matriarche 40 hivers. Une antiquité à tout point de vue, tous du sang dans sa main. La maladie est venue avec les grands, se propageant par le souffle et le contact. Les corps de ton peuple, évolués pour le froid et la violence, n'ont aucune défense contre les tueurs invisibles d'Afrique. Les autres sont déjà partis. La famille de ton frère a fui vers le nord, cherchant une meilleure chasse. Le clan de ta sœur a disparu à l'est, poursuivant les fantômes de troupeaux de mammouths qui n'existent plus. Le monde qui t'a bâti se meurt, et tu meurs avec lui. Le garçon ramène sa chasse 2 lapins. 2 lapins pour nourrir 9 personnes. Il est fier, ne comprend pas que c'est un échec. Son grand-père aurait ramené des aurochs. Son père aurait ramené des cerfs. Il ramène des lapins. Et tout le monde fait semblant que c'est suffisant. Tu es le dernier chasseur fonctionnel. À 30 ans, tu sens déjà ton corps te lâcher. Ce dernier combat avec l'ours des cavernes a pris quelque chose qui ne reviendra pas. Ton épaule droite grince, os contre os, quand tu lèves ta lance. Ton œil gauche, voilé par l'infection, ne voit que des ombres. Mais tu sors. Chaque aube, parce que c'est ce que tu es. La fumée des grands est visible depuis les hauteurs. Leurs camps se répandent comme une infection sur les terres que ton peuple a tenues pendant 200 000 ans. Tu les as vus chasser lançant des bâtons qui volent à des distances impossibles, travaillant en groupe de 40, là où vous êtes 4. Ils prennent tout, ne laissent rien. Aujourd'hui, en pistant un cerf, tu trouves pire. Des outils néandertaliens abandonnés. Récents. La facture est familière, la bande de ton cousin. Ceux qui sont allés au nord. Mais le camp est vide. Pas de corps. Pas de signe de violence. Juste une absence, comme s'il s'était évaporé. Tu comprends. Ils n'ont pas trouvé de meilleure chasse. Ils ont trouvé le même néant que tu trouves. De retour à la grotte, la femelle enceinte a commencé à saigner. Le bébé arrive trop tôt, trop petit. Il ne pleure pas même à la naissance. Les bébés néandertaliens connaissent le silence. Mais ce silence est différent, final. La mère le tient quand même, poussant des plaintes qui ne sont pas tout à fait des mots, pas tout à fait animales. La matriarche prend la décision. Demain, vous tenterez la traversée. Les 3 bras de mer vers l'Afrique, d'où la légende dit que les grands sont venus. Peu, être que leur terre natale a de la place pour vous. Peu, être que leurs dieux sont plus cléments que leurs enfants. Tu sais que c'est un fantasme. Le détroit, c'est la mort, même en été. En hiver, avec des enfants malades et des aînés mourants, un suicide. Mais rester est un suicide plus lent. À regarder tout le monde mourir de faim dans une grotte qui résonne de voix fantômes. Cette nuit-là, tu rêves du passé. Des rassemblements d'été où 5 clans se réunissaient. Une centaine de personnes. Les filles avec des coquillages dans les cheveux. Les garçons montrant de nouvelles techniques de lance. Ton père, te soulevant sur des épaules qui pouvaient porter une cuisse de mammouth. L'abondance. Le but. Le monde qui avait un sens. Tu te réveilles au cri du garçon. Un tigre à dents de sabre,
aussi ancien et désespéré que toi, attiré par l'odeur de la mort. Il tient la matriarche à la gorge, avant que quiconque puisse bouger. Elle ne se bat pas, semble presque reconnaissante, alors que des dents conçues pour tuer se referment sur sa trachée. Tu le chasses, mais trop tard. Elle murmure quelque chose peu, être des mots, peu, être juste un souffle qui s'échappe. Meurt en regardant la mer. 7 maintenant. Les mathématiques de l'extinction. Le mâle restant, grand-père de la plupart des enfants, fait le choix. Pas de traversée. Vous mourrez ici, ou au moins les os des ancêtres vous tiendront compagnie. Les enfants ne comprennent pas. Croient encore que demain ramènera les adultes, ramènera les troupeaux, ramènera le monde. Tu sais mieux. Tu es devenu le dernier, pas par faiblesse, mais par le temps. Le monde a changé plus vite que les corps ne pouvaient suivre. Chaque adaptation qui t'a sauvé pendant 200 000 ans le muscle, les os denses, les poumons immenses, t'enchaînent maintenant à un écosystème mourant. Les grands ne viennent pas te tuer. Pas besoin. Ils prennent juste les vallées, les points d'eau, les routes de migration, te laissent les marges, les bords, le rien. Tu n'es pas assassiné. Tu es effacé. Ta dernière chasse ne ramène rien. Les larmes du garçon sont silencieuses, même le chagrin sait ne pas attirer les prédateurs. Tu n'as aucune sagesse à offrir, aucune compétence qui compte. Juste de vieilles cicatrices et des histoires plus anciennes sur le temps où des géants parcouraient la terre. Cette nuit-là, la fièvre t'emporte. La même maladie qui a vidé ton clan. Ton corps, incassable face à la violence, s'effondre face à des organismes trop petits pour être vus. Les enfants essaient de refroidir ta peau brûlante avec de l'eau de mer. Ta dernière vision, le futur, des grottes vides, des grands peignants par-dessus l'art de ton peuple, tes outils dans leur musée, tes os étiquetés et rangés sur des étagères, ton ADN dilué dans le leur, jusqu'à ce que tu ne sois plus un peuple. Juste un pourcentage, un fantôme dans leur sang. Le garçon te tient la main pendant que tu meurs. Il survivra 3 hivers de plus. La femelle enceinte, 2. Les enfants, dispersés par la famine et la prédation, peut être 1. Puis le silence. Les grottes de Gibraltar vidées de ton espèce pour la première fois en 200 000 ans. Vous étiez les humains les plus forts qui aient jamais vécu. Ça n'a pas suffi. La force ne pouvait pas combattre le temps. Tu te réveilles à 3 heures du matin, le cœur battant, prêt à combattre quelque chose qui n'est pas là. Ton corps est inondé d'adrénaline, les muscles tendus pour la violence, cette partie ancienne de ton cerveau hurlant au danger alors que ta chambre est parfaitement sûre. Félicitations. Tu viens de sentir ton ADN de Néandertal s'éveiller. 2%. C'est ce que tu portes si tu n'es pas d'origine africaine. 2% d'une espèce éteinte, voyageant dans tes cellules comme des autostoppeurs génétiques. Ça n'a l'air de rien jusqu'à ce que tu réalises que ça représente 40 millions de paires de bases d'ADN. 40 millions de lettres de code de gens qui pouvaient soulever 500 livres, au développé couché et combattre des ours des cavernes. Tu le ressens le plus quand tu es menacé. Cette montée de force impossible quand ton enfant est en danger, la mère qui soulève une voiture pour sauver son bébé, c'est l'activation des fibres musculaires néandertaliennes. Tes gènes se souviennent comment combattre les monstres, même si ton esprit a oublié que les monstres existaient. Mets-toi devant un miroir. Tu vois cette arcade sourcilière, ces larges épaules, cette pilosité qui ne lâche rien, c'est eux, chaque joueur de rugby au corps épais, chaque haltérophile qui semble trop fort pour être naturel, chaque personne qui survit à des blessures qui devraient tuer, il canalise quelque chose de plus ancien, quelque chose qui a refusé de mourir même quand l'espèce l'a fait.
Ton système immunitaire est à moitié néandertalien. Ces gènes HLA qui t'aident à combattre la grippe, le Covid, une douzaine d'autres maladies, un cadeau de tes cousins éteints. Quand les pestes d'Europe ont tué des millions de personnes, mais que certains ont survécu, c'est l'ADN néandertalien qui a fait la différence. Il te protège encore. 40 000 ans après la mort du dernier d'entre eux. Mais tout n'est pas que cadeau. La dépression, l'addiction, ça pourrait être eux aussi. Des gènes conçus pour un monde de festins et de famines, de dangers constants et de clans soudés, dysfonctionnent dans la sécurité moderne. Ton cerveau néandertalien, qui s'attend à des ours des cavernes, trouve des emplois de bureau. Ce décalage brise quelque chose de fondamental. Le diabète de type 2 est courant dans ta famille? Remercie ton métabolisme néandertalien, conçu pour stocker chaque calorie en prévision de la prochaine ère glaciaire. Le sang coagule trop facilement? Leurs gènes d'hypercoagulation, parfaits pour survivre à la chasse aux mammouths, sont mortels dans un siège d'avion. Un Covid sévère? L'ADN néandertalien sur le chromosome 3 te rend 6 fois plus susceptible d'avoir besoin d'un respirateur. Ils sont dans ta peau littéralement. Des gènes de kératine qui rendent la peau de certaines personnes épaisse, presque comme du cuir. Dans tes cheveux, les cheveux roux, les cheveux épais, le genre qui se moque de l'hiver. Dans tes cycles de sommeil, se réveillent à 3 heures du matin. Les Néandertaliens vivaient par roulement. Quelqu'un veillait toujours pour les tigres à dents de sabre. Ton corps pense encore que c'est ton tour de garde. Quand les scientifiques séquencent les génomes néandertaliens, ils trouvent quelque chose de magnifique et de terrible. Nous ne les avons pas remplacés. Nous les avons absorbés. Chaque Européen porte des gènes néandertaliens différents. Combinés, l'humanité a préservé 40% de leur génome, répartis sur des milliards de personnes comme les pièces éparpillées d'un puzzle. La force inexpliquée de ton arrière-arrière-grand-mère, l'oncle qui a survécu à cet accident impossible, la tante qui n'est jamais tombée malade malgré avoir soigné tout le monde, des fantômes néandertaliens qui refont surface quand on a besoin d'eux. Mais voici la belle partie. Leurs gènes évoluent encore, aident encore. Quand les Tibétains s'adaptent à l'altitude, c'est l'ADN dénisovien, des cousins des Néandertaliens, qui fait le travail. Quand les Inuits métabolisent les graisses différemment, survivant avec de la viande pure, c'est de la génétique humaine archaïque. Nous n'avons pas fini de devenir eux. Certaines nuits, dans le sommeil profond, tu rêves de grottes, de suivre des troupeaux à travers des neiges sans fin, d'une force que tu ne possèdes pas, mais dont tu te souviens étrangement. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la mémoire génétique, vieille de 40 000 ans, d'une époque où une partie de toi était quelqu'un d'autre. Les Néandertaliens ont perdu, leur espèce s'est éteinte, leur monde a disparu, mais ils ont gagné quelque chose de plus étrange. L'immortalité à travers nous. Chaque bébé qui naît perpétue leur force. Chaque survivant d'une maladie prouve que leur gène compte encore. Chaque humain qui soulève un poids impossible ou survit à des épreuves impossibles canalise leur fantôme. Tu n'es pas un pur Homo sapiens. Tu ne l'as jamais été. Tu es un hybride, un mélange d'espèces, portant la force de l'espèce éteinte dans tes cellules. Quand tu en as besoin, vraiment besoin, ces 2% se réveillent. Le fantôme dans ton sang se souvient comment combattre les ours, survivre aux pestes, endurer une souffrance qui briserait un pur sapiens. Ils ne sont pas partis. Ils sont toi. Et parfois, tard dans la nuit. Quand la vie moderne t'a abattu et que tu penses ne plus pouvoir continuer quelque chose de plus ancien, prends le dessus. Quelque chose qui a survécu aux ères glaciaires et aux tigres à dents de sabre, et qui a vu son monde finir mais a refusé de mourir complètement. C'est là que tu comprends. Tu n'as pas seulement hérité de leur ADN.
Tu as hérité de leur refus d'abandonner. Les humains les plus forts qui aient jamais vécu sont toujours là, codés dans tes cellules, attendant le moment où tu auras besoin d'être incassable. Et à cet instant, tu l'es.